Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Jus et suum quic tribur. Le droit, c'est attribuer à chacun le sien. Digeste 1,1 de Justitia et Jure fr 10. 1. Les travaux sur l'étude des sources du droit sont à la fois présentés comme audacieux, périlleux, mais nécessaires. Pour Georges Gurvitch, l'étude des sources de l'ordre juridique constitue sans aucun doute le problème crucial de toute réflexion juridique. C'est le point central de la philosophie du droit. Ainsi a-t-il été estimé que prendre conscience de la défaillance des prétendues sources du droit sera la tâche de la génération qui s'installe. Il y a urgence à réalimenter la pensée et le raisonnement juridique. Pour y parvenir, les juristes du XXe siècle finissant devront être audacieux, aussi iconoclastes que le fut la doctrine du XXe siècle naissant. Ainsi l'étudiant ambitionnant d'étudier les sources privées du droit fiscal reconnaît-il une démarche profondément délicate, le prisme envisagé ramant à contre-courant de la division classique du droit public et droit privé. De même, tenter de décrire le renouveau des sources du droit privé de la responsabilité civile, c'est se lancer dans une entreprise aussi atypique que risquée. Quelques années plus tard, et de façon générale, le professeur Bernard Tessier considère que remonter aux sources du droit est déjà en soi un exercice périlleux. Du même souffle, le professeur Nicolas Molfessis-Sassen ne discute pas qui veut du critère de la juridicité, du rôle de la contrainte dans le droit, de la hiérarchie des normes, des transformations de notre système juridique. 2. Les difficultés théoriques entourant la question des sources du droit naissent de la transformation de la régulation juridique contemporaine. Le professeur Jacques Chevalier constate que l'ordonnancement juridique a subi de redoutables secousses en raison de la prolifération anarchique des règles, qui a rendu plus flous les contours de l'ordre juridique, sapé sa cohésion et perturbé sa structure. Dès lors, de nombreux travaux, études et colloques ambitionnent tantôt de comprendre le phénomène, tantôt d'en dégager de nouveaux paradigmes. 3. Toutefois, cette dynamique continue de réflexion aussi pointue les unes que les autres n'épuise pas le champ d'études possibles. Le droit international économique en général, tout comme le droit des hydrocarbures en particulier, n'est pas encore abordé de façon systématique. Point que la question n'ait effleuré certains analystes, au contraire. Mais elle est abordée soit de façon indicative en invoquant simplement l'existence de certaines sources atypiques du droit, soit après avoir rappelé ces sources atypiques de façon exotique, en évoquant les rapports coexistentiels des différentes sources du droit des investissements en général et du droit des hydrocarbures en particulier. Lorsqu'enfin est abordée l'existence certaine d'un ordre spécifique à ces activités, ces travaux n'en détaillent pas les caractéristiques, et le contenu de cet ordre spécifique n'est pas toujours clair ou opérant. Or, comme le disait Savigny, la science du droit a besoin d'un moyen logique de la forme, à savoir la condition logique de la connaissance de tout le contenu de la législation pour connaître ses principes, en partie de façon particulière, en partie dans leur connexion. 4. Il s'agit alors de décrire les généralités entourant la notion de source du droit, qui détermineront ensuite les contours et l'orientation de la recherche envisagée. 2. Avant de présenter la démarche scientifique adoptée dans cette étude. 3. 1. Généralité sur la notion de source du droit des hydrocarbures. 5. La notion de source du droit est polysémique, à un point tel qu'il a pu être affirmé que, sans forcer le trait, on pourrait presque dire qu'il y a autant de présentations de sources que d'auteurs de manuels. Au gré de l'évolution à la fois du temps et des conceptions mêmes que l'on se fait du droit, plusieurs acceptions ont vu le jour, au point de déboucher sur une sorte de bazar ou une auberge espagnole. 6. Dans son sens courant, la source est une métaphore hydrologique, signifiant le lieu où apparaissent à la surface du sol des eaux demeurées jusque-là cachées. Par voie de conséquence, d'un point de vue juridique, les sources sont les forces d'où surgit le droit objectif. Cela correspond à la deuxième acception du dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, pour qui la notion de source du droit renvoie alors aux facteurs économiques ou sociaux qui ont influencé l'évolution du droit. Catherine Thibierge explique la polysémie de la conjonction des deux termes source du droit, par son caractère bipolaire, voire bijectif. Elle inclut ce qui crée source et ce qui est créé droit, l'origine et les faits.
7. Elle ne distingue alors pas moins de 8 sens à la notion, dont 7 concernant ce qui crée et répondant à la question « D'où le droit jaillit-il ?» et un 8e sens désignant non plus l'origine mais le fruit, ce qui est créé, les normes créées. Cette définition, selon l'auteur, identifie le droit au droit positif et assimile par là même le droit aux règles, elles-mêmes caractérisées sur le modèle de la loi. 8. Cette acception légicentriste sied partiellement à notre étude. Elle permettra de mettre en évidence les origines historico-factuelles de certaines normes juridiques encadrant le droit des hydrocarbures, notamment à l'échelle internationale. Mais cette notion sera complétée ensuite par celle de source de droit, encore plus générale. 9. Par source de droit, la doctrine entend source de droit au sens large du terme droit, c'est-à-dire non réduit aux règles générales abstraites, impersonnelles, obligatoires ou sanctionnées par l'autorité publique. Il s'agit donc d'y inclure les normes juridiques non nécessairement générales, qu'elles soient simplement collectives ou individuelles. Il s'agira alors précisément de 2 sources de droit particulières. Les contrats, précisément les contrats d'État, mais aussi les contrats d'association signés entre les États et les entreprises privées étrangères et établissant les règles applicables dans le cadre de l'association créée. Il ne s'agira plus de revenir sur les forces créatrices de ce droit, l'origine ou le fondement, mais directement sur le résultat de ces foyers de création de droit des hydrocarbures, dont il faut simplement préciser également la nature. Le système relationnel mis en place par les parties liées par l'objectif commun de valorisation des ressources pétrolières et gazières, et générant des normes de comportement intégrant certes des normes écrites, notamment de type contractuel, mais les dépassant également. 10. Il est généralement admis que les règles par lesquelles les États encadrent le commerce international sont à rechercher dans leurs textes législatifs et réglementaires et dans leurs jurisprudences respectives. Il est même considéré que le droit étatique est une source naturelle du droit du commerce international. Toutefois, l'identification précise de ce droit étatique est rarement détaillée, et jamais complète, en tout cas en ce qui concerne le droit des hydrocarbures. Une approche complète consiste ainsi à intégrer plusieurs variantes de sources du droit à la fois. Il s'agit au demeurant de constater que le droit des hydrocarbures, généralement résumé avec le vocable lex petrolea, dérivé de la lex mercatoria, est plus complexe que ce que lui présuppose cette notion. 11. Les normes marchandes internationales sont de plus en plus définies in solo, sous le vocable lex mercatoria. Ce sont les règles transnationales que les partenaires des échanges économiques internationaux se donneraient progressivement à eux-mêmes, notamment dans le cadre de leurs organismes professionnels, et que les arbitres, contractuellement désignés pour résoudre leurs litiges, constatent et par là même précisent, voire élaborent à leur intention. Toutefois, c'est en référence aux autres sources, alors considérées comme classiques du droit, droit international et droit national, sources formelles en général, que la lex mercatoria a presque toujours été définie. Ainsi, dans leur description des sources du droit international économique, les professeurs Dominique Carreau et Patrick Juillard affirment qu'il existerait des sources qui ne se rattacheraient ni aux ordres juridiques nationaux, ni à l'ordre juridique international interétatique et que pour cette raison, faute d'une meilleure dénomination, on désigne génériquement sous l'appellation de sources de tiers ordre. 12. Il continue en précisant alors, ces sources naîtraient des efforts concertés des opérateurs et plus précisément, des sociétés multinationales ou transnationales. C'est l'originalité de ce mode de formation du droit, né des us et coutumes des opérateurs et acteurs du commerce international, qui a conduit à le baptiser droit spontané. En effet, même si l'expression est utilisée dans d'autres disciplines, la catégorisation des usages commerciaux en droit spontané serait plus intense en droit international privé. La lex mercatoria est définie comme une expression reprise de l'histoire du droit du Moyen Âge pour désigner le droit élaboré par les milieux professionnels du commerce international, ou spontanément suivi par ces milieux indépendamment de tout droit étatique et dont l'application échapperait, pour cette raison, à la méthode du conflit de loi. Pour certains auteurs, la lex mercatoria est considérée comme le synonyme même de droit spontané. La coutume, en tout état de cause, relève d'un phénomène spontané, et dans les relations commerciales internationales,
le développement d'un droit spontané issu de la pratique, quoiqu'il suscite encore interrogation et réflexion, apparaît comme un phénomène établi. 13. De la lex mercatoria, la doctrine a pu dégager une spécialité relative aux activités d'exploration-production des hydrocarbures, baptisée lex petrolea. Les professeurs Dominique Caro et Patrick Juillard précisent alors que l'entente entre les principales sociétés américaines et européennes, les Seven Sisters, a donné naissance à une lex petrolea qui a réglé, durant 3 décennies, l'exploitation et la distribution des hydrocarbures à l'échelle planétaire. Monsieur Eloquin, dans son étude « Où en est la lex mercatoria ?», estime que, du droit des hydrocarbures gazeux à celui des eurocrédits, de l'exploitation commerciale de l'espace à la gestion des ressources naturelles d'origine agricole, chacune des recherches collectives et individuelles développées au sein du centre a révélé la création par les opérateurs du commerce international d'un droit matériel transnational du commerce international. 14. Mais l'origine du terme semble jurisprudentielle. Le gouvernement du Koweït a pu en effet avancer, en 1982, que certains volets des litiges, Generated a customary rule valid for the oil industry, a lex petrolea that was in some sort a particular branch of a general universal lex mercatoria. Depuis lors, de nombreux travaux ambitionnent de particulariser ce droit spontané spécial relatif aux hydrocarbures. Le pionnier dans cette entreprise est Doug Bishop, qui fut le premier à essayer d'identifier et classer l'ensemble des règles dégagées par la jurisprudence arbitrale internationale et relative à l'exploitation des hydrocarbures. Ce travail a été actualisé en 2011, et l'originalité normative qu'il recèle commence à être envisagée à l'échelle régionale, notamment en Afrique noire. 15. Après ce constat de la consécration doctrinale de plus en plus affinée du droit spontané en général, et de la lex petrolea en particulier, il convient de définir la notion de droit délibéré. 16. Sans être particulièrement définie, son acception est presque toujours sous-entendue, par le jeu de son opposition au droit spontané, et abondamment précisée dans son contenu et ses sens. Ainsi a-t-il été souligné que face à l'absence de texte, chacun, juriste ou béotien, se sentant pris de vertige, crie au vide et réclame ses lignes de loi, oubliant que sa surdose lui donne la nausée. Une telle annexion du juridique par le droit délibéré laisse bien peu de place à d'autres formes de création et encore moins à celles qui se voudraient spontanées. L'adjectif délibéré, sur le plan juridique, renvoie à ce qui procède d'une résolution intime mûrement réfléchie, se dit d'une action consciente et décidée, d'un fait que son auteur accomplit résolument après l'avoir examiné en lui et pesé. 17. Il s'agit en fait principalement des sources étatiques, l'État étant le foyer par excellence du droit délibéré, mais pas le seul. En effet, l'ordre étatique, dans sa fonction de création du droit, est autonome, proposant un ensemble complet de normes de comportement et de sanctions en privilégiant pour cette création le mode délibéré, mieux à même de pourvoir aux intérêts de la société globale. En général, la doctrine ne se focalise, lorsqu'elle décrit les sources étatiques contribuant à l'encadrement du commerce international, que sur les sources de nature législative et réglementaire. En suivant les professeurs Dominique Caro et Patrick Juillard, nous pouvons classer les sources de droit délibéré des hydrocarbures en 2 catégories. Celles qui relèvent du droit public, car émanant de l'action souveraine de la puissance publique, que ce soit dans le droit interne que dans le cadre international. Il s'agira alors des constitutions qui, dans le cas du statut des ressources extractives, fixent des règles fondamentales comme nous le verrons. Les traités internationaux, précisément les traités multilatéraux et les traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements, dont la portée en droit des investissements a connu une évolution significative ces dernières années. Des lois spécifiques relatives aux activités pétrolières et gazières, textes principaux de régulation de ces activités émanant des États hôtes de ces investissements. 18. Les règlements, également entendus comme textes de portée générale émanant de l'autorité exécutive par opposition à la loi, sont utiles à la concrétisation et à l'évolution des liens unissant les États et les opérateurs privés en matière d'investissement, et dans l'industrie extractive particulièrement. 19. Ensuite, seront pris en compte les contrats d'État, considérés comme des sources à caractère mixte par ses auteurs.
Ce sont des actes conventionnels entre un État, d'une part, et un ressortissant d'un autre État, d'autre part. Ces derniers seront mobilisés autant qu'ils seront disponibles, mais aussi les contrats d'association ou de consortium signés entre ces États et les mêmes investisseurs, fixant les règles de coopération régissant leur association. 2. Les contours et l'orientation de la recherche. 20. Étudier les sources du droit en Afrique nécessite au départ sa contextualisation épistémologique. Il s'agit alors notamment de rappeler l'état du savoir juridique, tel qu'il est supposé établi, pratiqué, invoqué, travaillé, du droit africain. 21. Le droit africain a presque toujours été étudié sous l'angle du pluralisme juridique, concept désormais doté du statut de paradigme et intégré dans la théorie des sources du droit, à défaut d'être toute une théorie de normes. La caractéristique la plus frappante des systèmes juridiques africains est le pluralisme juridique. Pour van der Linden, l'écrasante majorité des Africains sont de fait dans ce que j'appelle une situation de pluralisme et rien ne permet de croire qu'ils en sortiront dans un proche avenir. Le pluralisme juridique est le résultat de la pénétration de systèmes juridiques étrangers, pendant la période coloniale mais aussi celle des post-indépendances. Sur la base existante du droit populaire, des coutumes ou du droit traditionnel, des systèmes importés se sont greffés, transplantés, plus ou moins imposés, ceci en plusieurs vagues et parfois par la volonté des autorités locales. Il s'est alors institué un pluralisme à la fois dans le système judiciaire et dans le système juridique. 22. La notion de pluralisme juridique est polysémique. Certes, son acception générique et primaire est simple. On entend ici par pluralisme le simple fait que plusieurs systèmes juridiques coexistent au même moment. Mais van der Linden précise ainsi lui-même le sens donné à ce concept. Il n'y a de véritable pluralisme que lorsqu'un individu est soumis, de gré ou de force, simultanément à plusieurs ordres juridiques que je considère intrinsèquement égaux, même si certains sont plus envahissants que d'autres. Pour lui, la caractéristique essentielle du pluralisme juridique est l'existence, au sein d'une société déterminée, de mécanismes juridiques différents s'appliquant à des situations identiques. En termes de particularité, il s'agit ici d'un pluralisme institutionnel au sens que lui a donné Nbobio, visant par là la coexistence de systèmes juridiques de types différents, correspondant à la diversité des institutions ou groupes sociaux organisés. 23. Dès leur accession à l'indépendance, et ceci dans la majorité des pays africains, pratiquement toutes les branches du droit ont fait l'objet d'une codification. Le droit de la famille, mariage, divorce, succession, adoption, le régime foncier, le code de la nationalité, le régime des investissements, l'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale, le droit constitutionnel et le droit administratif. À des degrés et moments divers, les États ont finalement construit un système à la fois juridique et judiciaire complexe, où se côtoient, selon les matières et les pays, droit moderne et droit coutumier. C'est ce qui a fait dire qu'il est impossible d'identifier une culture juridique spécifiquement africaine, celle-ci étant foncièrement pluraliste. 24. La conception précédente du pluralisme juridique est la version traditionnelle, ou classique, de type institutionnel. Le pluralisme caractérisant le droit des hydrocarbures en Afrique est d'une autre nature, que nous appellerons pluralisme statutaire. Le pluralisme statutaire met en évidence deux variables essentielles permettant de décrire la structuration et la fonction du droit des hydrocarbures en Afrique. Toutes les conditions et conséquences de l'émergence de plusieurs acteurs et facteurs de production de normes de nature et forces diverses dans un espace multiple, international, transnational et national. Il prend au sérieux la production de normes en matière d'hydrocarbures par des acteurs non étatiques, et étudie les interactions entre les normes de sources différentes, complémentaires et parfois concurrentes. 25. Il s'agit d'une considération que nous pouvons qualifier de fondamentale, car les juristes pluralistes refusent de se concentrer uniquement sur qui détient l'autorité formelle pour édicter des normes ou le pouvoir de contrainte pour les mettre en œuvre. Ils visent plutôt à analyser de façon empirique les énoncés d'autorité, qui tendent à être considérés comme contraignants en pratique et par qui. 26. L'épithète statutaire renvoie à la fois à la qualité des parties en tant que productrices et destinataires du droit des hydrocarbures, qui, suivant leur posture,
influence non seulement la qualification de la norme à respecter, internationale, contractuelle ou administrative, mais aussi, et surtout, l'ordre juridique compétent. Le droit des hydrocarbures est en effet un concentré de normes qui coexistent au sein de plusieurs ordres juridiques différents. L'ordre juridique international, où seuls les États sont les sujets, originellement. L'ordre juridique transnational, caractérisé par les règles coutumières produites par les opérateurs privés mais aussi, et encore, les États, et l'ordre juridique national, où seul l'État est le producteur légitime des normes applicables en matière commerciale. Le dédoublement fonctionnel des États est alors une donnée centrale à mettre en relief, lui qui peut agir tantôt comme État souverain, tantôt comme État commerçant ou encore comme État administratif, avec à chaque fois un impact direct sur la nature de la norme, internationale, contractuelle ou administrative, et conséquemment l'ordre juridique correspondant. 27. Les systèmes ou ensembles normatifs composant ce droit s'interpénètrent donc, s'intercomplètent et parfois se concurrencent, dans une relation de relevance, pour déboucher sur un système juridique complexe et à géométrie variable suivant les États, les époques et même parfois les matières étudiées. Le pluralisme statutaire est ainsi fondamentalement structuré autour de deux variables permanentes dans plusieurs ordres juridiques. Les États, sujets des ordres juridiques international et national, et les hydrocarbures, ressources réglementées également dans ces deux ordres juridiques. 28. Le droit des hydrocarbures ne peut s'appréhender en dehors de ces variables qui lui sont essentielles, et qui influent sur la doctrine spécialisée en la matière, autour du vocable lex petrolea. En effet, l'admission quasi unanime du pluralisme juridique comme cadre d'appréhension de la lex mercatoria et partant, de la lex petrolea, a concentré la réflexion sur l'admission ou pas d'un ordre juridique transnational. L'affirmation de son existence relève davantage de l'intuition, parfois de l'incantation, et est souvent perçue comme de l'usurpation. Autrement dit, l'ordre juridique transnational a de la peine à s'imposer, mais structure l'essentiel des travaux de doctrine portant sur ce sujet. Mieux, cette attention, voire obsession, est érigée en horizon indépassable de l'intérêt théorique à accorder à ce secteur d'activité particulier. 29. Pascal Demier a alors pu dire que la seule dimension présentant encore un intérêt pour le débat doctrinal est la dimension transnationale. La doctrine s'accorde pour reconnaître l'existence de règles matérielles transnationales, d'origines diverses, mais la discorde naît dès qu'il s'agit de savoir dans quelle mesure cette lex mercatoria constitue le droit d'un ordre juridique autonome, concurrent des ordres juridiques étatiques et de l'ordre juridique international. Certes, quelques tentatives doctrinales ou jurisprudentielles ont été avancées depuis longtemps. Mais le débat semble sans fin, malgré des doctrines de plus en plus affirmatives, voire péremptoires, sur la validité et la viabilité de l'ordre juridique transnational, au regard de la définition même de l'ordre juridique. Selon M. Rigaud, par exemple, pour qu'un système social puisse être qualifié d'ordre juridique, il doit se composer de 3 séries d'éléments: des règles de conduite observées par les destinataires, des règles de décision appliquées par un juge, des mécanismes de contrainte qui assurent l'effectivité du système. Au regard de ces critères constitutifs, le professeur Camteau a cherché à démontrer que tous ces critères étaient réunis. Il nous dit alors, en guise de conclusion, le droit transnational constitue un ordre juridique spécifique, il comporte des règles de conduite que ses destinataires respectent dans leurs rapports juridiques. Ces règles comprennent aussi bien des règles de droit interne que des règles de droit international, mais aussi des actes juridiques produits par les instances chargées du règlement des différends. Il s'agit d'un droit en partie spontané, constitué de la coutume et des usages du commerce international, en partie créé délibérément par les opérateurs du commerce international et par les institutions internationales, en partie de création prétorienne et en particulier arbitrale. 30. Toutefois, cette assertion, voire conviction, souffre de nombreuses imprécisions pour constituer en soi l'aboutissement d'un débat doctrinal pointu. Déjà, la composition des acteurs de cet ordre n'est pas précise, alors qu'elle détermine l'ordre juridique de rattachement des normes par eux produites. Les règles de la lex mercatoria sont-elles par exemple, uniquement produites par les entreprises privées internationales, ou aussi par les États, qui sont leurs co-contractants ? En tout état de cause,
La simple affirmation qu'un ensemble de normes est un ordre ne peut pas être admise dogmatiquement, sans aucun autre argument que celui de leur validité commune. À partir de quel point de vue herméneutique peut-on dire que ce qui est un ensemble de normes est un ordre ? Mieux, il a été requis récemment de distinguer entre les normes et les normes juridiques, entre la juridicité et la normativité, dans le but de contester l'épithète juridique à toute norme dépourvue du pouvoir de contrainte étatique. 31. Pour sûr, la lex petrolea, branche de la lex mercatoria, en tant que source matérielle de droit des opérations relatives à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, est un ensemble de règles relativement indépendantes des règles étatiques. Dès lors, ces dernières ne s'entendent que dans un contexte de pluralisme normatif. En effet, seul le pluralisme permet d'appréhender le droit spontané. Cette conception du droit admet la coexistence d'une pluralité d'ordres, de systèmes juridiques distincts qui établissent ou non entre eux des rapports de droit, ou encore de sources de droit, dans un espace donné à un moment donné. 32. Mais, le droit des hydrocarbures n'est pas constitué que de règles émanant d'opérateurs privés, mais aussi du droit international et des droits nationaux. Les questions entourant le droit des hydrocarbures embrassent des enjeux tant de droit international que de droit national, sans que ces différents ordres et systèmes juridiques soient exclusifs. Ainsi en est-il des questions relatives à la répartition spatiale des compétences sur les ressources pétrolières et gazières, qui ne sauraient être régies que par le droit international. Toutes les sources du droit international public sont alors susceptibles de s'appliquer suivant la question en cause. Les traités internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, les principes généraux du droit international et la coutume internationale, en vertu de l'article 36 des statuts de la Cour internationale de justice. La pénétration récente des questions majeures des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et de l'éthique internationale, achève de positionner durablement et sérieusement le droit international public comme source opérante du droit des hydrocarbures. De même, certains principes consacrés par les organes des Nations Unies, et ceux-ci, indépendamment de leur force normative, fondent de nombreuses règles tant transnationales que purement étatiques, telles le sacro-saint principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, qui a toujours eu vocation à contribuer au développement des pays africains, entre autres. À la fois principe politique et principe général de droit international cristallisé par la jurisprudence tant arbitrale que judiciaire, celui-ci maintient aujourd'hui toute sa vigueur, malgré quelques difficultés théoriques importantes. 33. Pour ce qui est des différents droits nationaux, l'État central demeure l'acteur majeur et légitime de l'édiction des normes entourant la valorisation et l'exploitation des hydrocarbures. La réduction certaine de sa place en droit international économique dans le processus de création normative n'a pas mécaniquement modifié sa place impériale, parfois totalitaire, en droit interne, notamment en matière de pilotage de ses ressources énergétiques. 34. Enfin, l'interaction existant entre les États et leurs partenaires privés étrangers est manifestement une source de normes entre ces parties, qui ne se réduit donc pas au texte. Au regard notamment des phases précontractuelles et postcontractuelles qui contribuent à la durée et à l'intensité de leurs différentes relations, il existe une partie du droit des hydrocarbures qui n'est pas consignée dans les supports traditionnels d'édiction des règles, traités, lois, contrats, règlements. De plus, les processus de construction, de maintien et de développement des relations juridiques sont aménagés par des tiers de plusieurs ordres, notamment les arbitres et les instances administratives diverses, sans lesquelles le droit des hydrocarbures est incomplet, voire impossible à concevoir et à mettre en œuvre. Enfin, plusieurs mécanismes contractuels et appareils institutionnels organisent et pérennisent la relation juridique existant entre les parties, nonobstant les nombreux symboles et signes participant de la consolidation de ces liens juridiques. C'est cette singularité du droit des hydrocarbures, encadrée par plusieurs systèmes juridiques, plusieurs sources de normes, mais essentiellement décrit sous l'angle d'un pluralisme juridique aussi plurivoque que contesté, que nous ambitionnons d'étudier dans un espace particulier, l'Afrique. 35. Mais que sont donc les hydrocarbures ? La notion d'hydrocarbures s'est progressivement imposée dans les législations africaines au gré de la valorisation progressive de chacune de ces variantes. En effet, les noms de baptême des législations y relatives sont passés de loi minière à loi portant sur les activités pétrolières,
ou codes pétroliers, pour enfin se généraliser comme étant des codes des hydrocarbures. Ils sont définis de manière très diversifiée dans les législations africaines, mais presque uniquement sous le prisme de leurs variantes. 36. En ce qui concerne les législations éponymes par exemple, elles les déterminent de façon assez extensive, quoique avec quelques différences. Ainsi, par exemple, en Algérie, elles intègrent les hydrocarbures liquides, pétrole brut, liquide de gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié, les hydrocarbures gazeux et solides, notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux. Pour la Tunisie, ceux-ci doivent être entendus comme les hydrocarbures naturels liquides et gazeux, les hydrocarbures solides, le bitume, l'asphalte, l'hélium et autres gaz rares. La Guinée équatoriale adopte une définition mixte en intégrant à la fois l'origine et la composition des hydrocarbures. Elle considère en effet les hydrocarbures comme toute substance naturelle organique composée de carbone et d'hydrogène, y compris le pétrole brut et le gaz naturel ainsi que toutes les autres substances minières, produits, sous-produits et dérivés qui les composent. 37. Il convient de remarquer que certaines législations ne s'embarrassent pas de définitions particulières. « 38. Ces définitions législatives sont davantage complémentaires que contradictoires. Du point de vue de leur nature, les hydrocarbures sont le résultat d'une décomposition organique donnant initialement naissance au kérogène qui sera transformé en hydrocarbures par craquage thermique. Ensuite, à partir d'un seuil de 50 à 70 degrés Celsius, le kérogène se transforme en pétrole, encore appelé huile. Vers 120 à 150 degrés Celsius, l'huile est à son tour craquée et donne du gaz dit humide, puis du gaz sec. Or, par le jeu des myriades des combinaisons possibles du carbone et de l'hydrogène, composant ces hydrocarbures, le nombre de molécules différentes pouvant exister dans ces hydrocarbures est de l'ordre du milliard. 39. C'est cette flexibilité dans leur nature et variété, dans l'intérêt accordé à chacun des hydrocarbures, qui explique que certains pays aient plusieurs lois, suivant l'attention ou non accordée à une ou plusieurs sortes d'hydrocarbures. 40. Il est maintenant nécessaire de décliner la démarche scientifique choisie. 3. Démarche scientifique de l'étude. 41. Selon Bachelard, philosophe des sciences, un objet n'accède pas immédiatement à la connaissance humaine. Pour que cette accession se produise, l'homme doit nécessairement et préalablement élaborer des théories. Il écrivait que l'instrument de mesure finit toujours par être une théorie, et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l'esprit plutôt que l'œil. Dès lors, le réalisme est une métaphysique sans fécondité puisqu'il arrête la recherche au lieu de la provoquer. 42. L'objet de cette étude est d'aborder les sources du droit des hydrocarbures sous le prisme de la théorie du droit. Au sens strict, nous rappelle Boris Barreau, théoriser le droit consiste donc à définir le droit et à se définir les fins et les moyens de son étude, tandis qu'il incombe à la science juridique subséquente de l'analyser et de l'expliquer en termes plus ou moins abstraits. Il précise par ailleurs qu'il est permis de penser que la qualité d'une théorie se mesure tout spécialement à sa capacité explicative, laquelle est un élément de sa force scientifique. Rien n'est plus décisif pour l'étude du droit que le cadre théorique retenu, que la notion de droit et la méthode d'études acceptée. 43. La définition de la théorie du droit peut être complétée par le professeur Jean-Louis Bergel, qui retient que la théorie générale du droit a pour objet de saisir le phénomène juridique par l'étude de sa raison d'être, de ses finalités, de ses concepts fondamentaux, de sa mise en œuvre, de ses instruments, de sa méthode.
C'est une construction intellectuelle méthodique et organisée, fondée sur l'observation et l'explication des divers systèmes juridiques, et destinée à définir les grands axes de la construction et de l'application du droit. 44. Le droit étant une construction doctrinale extérieure au système en vigueur, nous admettons que la théorie du droit est en réalité au cœur du droit, et que toute pratique est le fruit d'une conception théorique, même si cela n'est pas toujours conscient et encore moins formalisé. Précision doit être immédiatement faite, qu'il ne s'agit pas pour nous d'ajouter aux théories du droit la nôtre, mais de mettre à contribution celles qui existent déjà pour décliner le droit des hydrocarbures. D'où une mise à contribution de la théorie du droit, et non une proposition d'une nouvelle théorie de droit à la théorie du droit déjà constituée. 45. La recherche que nous proposons a pour cadre spatial les États d'Afrique, dont la diversité culturelle et linguistique est particulière. Toutefois, il ne s'agira pas pour nous de procéder à un découpage territorial ou culturel du genre Afrique centrale ou Afrique francophone, comme de nombreux travaux portant sur le droit en Afrique. Les pays ont d'abord été choisis en fonction de l'importance quantitative de leur production réelle ou potentielle d'hydrocarbures. Ainsi ont été pris en compte le Nigeria, l'Angola, la Libye, l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Ghana. Après, des pays à production moyenne, mais dont les systèmes normatifs relatifs aux hydrocarbures sont assez anciens, ont été retenus, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Enfin, le positionnement géostratégique de la Tunisie, ainsi que la sophistication de son système normatif, ont milité en faveur de sa sélection également. Ces États devront être étudiés dans la dynamique mouvante de la géographie mondiale de l'industrie pétrolière, de plus en plus favorable pour les États africains. En effet, l'Afrique accède de façon durable au statut de région pétrolière d'intérêt mondial, avec une influence notable sur la structure du droit des hydrocarbures, et même peut-être grâce au droit des hydrocarbures. 46. L'incertitude sécuritaire qui pèse sur les sources d'approvisionnement classiques américaines du Golfe arabo-persique et le souci des États-Unis de diminuer cette dépendance, la qualité du pétrole africain et les facilités d'acheminement vers les marchés internationaux qu'il offre, et enfin la forte croissance de l'Inde et de la Chine, contribuent à insérer l'Afrique dans le champ de la mondialisation avec des conséquences normatives des plus importantes. En effet, la relation créée en Afrique entre les États et les investisseurs privés étrangers n'est pas de la même nature entre ces mêmes opérateurs et les États du Moyen-Orient par exemple. Outre la différence du régime conventionnel international entre les différentes zones géographiques concernées, il semble bien que les niveaux de réserve et d'intérêt accordés à la pérennité des relations soient différents, et donc conduisent à des liens juridiques aussi différents. 47. D'autre part, l'importance des ressources en hydrocarbures pour ces États sur le plan économique milite pour l'étude de leur système normatif, qui peuvent alors traduire ce qui continue d'être considéré comme leur pétrodépendance. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, 90% des recettes en devises du Nigeria et de la Guinée équatoriale proviennent des recettes en hydrocarbures. En Algérie et en Libye, le ratio est encore plus important, soit 95% des exportations du pays. Le déficit budgétaire de tous les pays producteurs de pétrole pris ensemble s'est creusé pour passer de 6,1% à 6,5% en 2016, en grande partie attribuable, selon le même rapport, à la faiblesse des cours du pétrole entre 2014 et 2016, Cameroun, Congo, Angola, Gabon, Guinée équatoriale. En un mot comme en plusieurs, les matières premières en général et les hydrocarbures en particulier constituent la recette majeure de la plupart des pays africains. 48. Il s'agit donc d'une analyse réflexive et non d'une étude fondée sur la carte postale, permettant davantage de singulariser le droit des hydrocarbures, par-delà les systèmes juridiques individuels de ces États, de common law, de droit romano-germanique ou d'obédience musulmane. C'est ce qui justifie le choix orienté de certains pays pour des développements précis, et non d'autres, voire une démonstration assise sur l'expérience personnelle d'un pays particulier, notamment le Cameroun, au regard des matériaux de recherche ayant été rendus disponibles au cours de ce travail. 49. La méthode et les hypothèses de recherche sont alors choisies en rapport avec l'ensemble des paramètres ci-dessus évoqués.
50. L'étude que nous proposons est fortement structurée par l'épistémologie du dévoilement et de la déconstruction des discours juridiques. En effet, elle vise à révéler des présupposés cachés, des implicites, ou encore des contradictions internes, des écueils. Nous faisons alors nôtre la définition de la méthodologie suivant laquelle elle est une sorte de technologie dont la tâche principale serait de formuler une série de règles qui pour certains constitueraient des formes de progrès de la connaissance. 51. La méthode analytique spécifiquement construite par Norberto Bobbio consiste à envisager dans les choses les éléments simples plutôt que les ensembles. En considérant avec lui qu'un langage est scientifiquement rigoureux, quand sont établies les règles sur la base desquelles des propositions primitives on peut tirer des propositions dérivées, et que ne sont pas utilisées d'autres règles que celles établies, il s'agira d'évaluer le discours juridique dominant sur le droit des hydrocarbures qui se résume à celui constitué par la lex petrolea. Qu'est-ce qui constitue le droit des hydrocarbures, et quelles en sont les lois de composition interne? 52. En posant que le droit des hydrocarbures est une spécialisation du savoir juridique, nous utiliserons également la méthodologie juridique de Savigny dans ses trois composantes: la dimension interprétative, la dimension historique et la dimension systématique. Pour lui, le travail de systématisation de la science du droit doit consister de façon fidèle à déterminer si les droits particuliers doivent être unis ou séparés, et il ajoute que dans la méthode totale, rien ne doit être considéré comme insignifiant. Il s'agira ainsi à la fois d'un discours-objet de type prescriptif, portant sur le droit des hydrocarbures, et d'un métadiscours orienté sur l'évaluation de la doctrine dominante en la matière. La recherche se veut théorique et pratique, rétrospective et prospective, un essai à la compréhension et à l'analyse d'un phénomène juridique complexe, l'agencement de plusieurs systèmes juridiques, voire d'ordre juridique, dans une matière précise, le droit des hydrocarbures. 53. Il s'agira en somme d'une approche pluridisciplinaire et syncrétique, convenable pour aborder un sujet portant en toile de fond la problématique du pluralisme juridique et de l'interactionnisme juridique. Il s'agit, comme le professeur Emmanuel Gelande, de mener une recherche sans être limité par les frontières transdisciplinaires et sans pour autant avoir à maîtriser l'histoire et les références de chaque champ. 54. Les perspectives d'interrogation de l'étude des sources du droit des hydrocarbures sont multiples et constituent une pesanteur irrésistible dans le cadre d'une recherche qui lui est consacrée. 55. La première, majeure et universellement instituée, est d'ordre théorique, et concerne la place de l'État dans les dynamiques de production des normes de nature économique. Peut-on valablement soutenir l'idée d'une postmodernité juridique, reléguant l'État à un simple greffier de normes créées par les opérateurs économiques en matière d'hydrocarbures? Le pluralisme juridique réaliste suivant lequel la régulation économique contemporaine échappe au contrôle étatique, est-il le prisme pertinent et ou exclusif de connaissance des sources du droit des hydrocarbures en Afrique? 56. Une autre source de réflexion sur le plan théorique, plus singulière et ainsi absente des travaux consacrés au droit extractif pour le moment, est celle de la relation juridique entretenue entre deux entités aux intérêts liés et indissociables. Les États soucieux de financer au mieux leur budget à partir des ressources naturelles dont ils sont pourvus, et les investisseurs privés étrangers, possesseurs de capitaux et de technologies indispensables à la valorisation de ces richesses potentielles, et soucieux de réaliser des profits dans le cadre de l'exercice de leur objet social. Quelle est la nature des relations juridiques qui les nouent? Sont-ce des relations de type autoritaire et vertical, ou de type coopératif et horizontal? L'étude portant sur les sources du droit des hydrocarbures en Afrique permettra d'aborder tous ces volets, en objectivant les données collectées et analysées. Il s'agira ainsi de tenter une rationalisation des modes de création et d'application du droit des hydrocarbures en Afrique, par l'introduction de l'ordre et de la cohérence dans une situation manifeste de plurijuridisme, plus précisément de transsystématicité ou plurisystématicité. 57. La macro-hypothèse autour de laquelle s'ordonne la recherche est la suivante. Les sources du droit des hydrocarbures ne s'articulent pas de la même manière que celles relatives à l'activité marchande classique, tout secteur d'activité confondu.
Une approche pertinente du droit des hydrocarbures doit intégrer la multiplicité des identités et la force normative concrète des acteurs. Nous constatons avec Rémi Lipschaber que s'agissant précisément du droit des hydrocarbures, la théorie du droit a rompu toutes ses amarres avec le droit vivant, de sorte qu'elle ne peut plus guère participer de l'étude concrète de la matière. Nous faisons également nôtre son affirmation suivant laquelle c'est davantage à partir de réalités de base que l'on essaiera de remonter à une connaissance d'ensemble, pour marquer les repères qui permettront d'utiliser le mot droit à bon escient. 58. De cette macro-hypothèse dérive l'hypothèse centrale de notre thèse, suivant laquelle les États producteurs d'hydrocarbures en Afrique entretiennent des relations juridiques particulières avec leurs contractants, dans le sens d'une mise en commun de leurs différents moyens vers l'atteinte d'un objectif commun, l'exploitation des ressources extractives. Il s'agit ainsi d'un monisme étatique de type relationniste, que nous appellerons l'équidistance. 59. Le plan adopté est alors conséquent à la méthodologie choisie. Parce que le droit des hydrocarbures a été de façon dogmatique, essentiellement présenté sous le prisme du pluralisme juridique, il s'agit dans une première partie, de défendre l'idée d'un monisme juridique du droit des hydrocarbures, partie 1. 60. Dans un second mouvement, l'ambition sera de proposer une dimension complémentaire du droit des hydrocarbures au sens de Bobbio, c'est-à-dire une façon d'entendre et d'expliquer le phénomène juridique, qui est son caractère relationniste, partie 2. Partie 1, la défense d'un monisme juridique en droit des hydrocarbures. 61. Les hydrocarbures charrient des intérêts de plusieurs ordres et pour différents acteurs au statut juridique différent. En effet, si la boulimie énergétique est croissante et constante au rythme de l'émergence de nouvelles puissances internationales, la recomposition des acteurs sur la scène énergétique mondiale est par contre nouvelle. En effet, une poignée d'acteurs opère au début de la chaîne dans l'exploration et la production à travers toute la planète et se partagent les réserves mondiales de pétrole et de gaz. Avec un rapport de force en plein bouleversement entre les dominants d'hier, les majors surtout anglo-saxonnes qui ne sont que 5, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total, Chevron a contrôlé à peine 9% des gisements, et les nouveaux titans du brut que sont les compagnies pétrolières nationales, CPN des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 10 d'entre elles disposent de la majorité des réserves, 53%, et se savent désormais incontournables. Beaucoup sont les bras armés d'États comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Malaisie, dont les besoins explosent au rythme exceptionnel de leur croissance économique. Selon PFC Energy, 77% des hydrocarbures du monde appartiennent aux États, et en termes géopolitiques, les compagnies des pays consommateurs sont plutôt au nord ou à l'est, et les gisements plutôt au sud. Dès lors, le tête-à-tête est donc inévitable entre les premières, les compagnies pétrolières internationales, et les gouvernements des pays exportateurs. 62. Les nouveaux enjeux de régulation de cette activité majeure n'ont pas forcément évincé ceux de l'ordre juridique international ancien, focalisé sur la coexistence pacifique des peuples. Le caractère conflictogène des hydrocarbures a généré un ensemble de règles interétatiques de nature différente, articulées autour des piliers essentiels du droit international que sont la coexistence des peuples et la coopération des États. Si la globalisation a manifestement entraîné la diminution ou la perte du monopole de l'État dans l'édiction des normes, il convient de rappeler, avec le professeur Achulrich, que la souveraineté limitée n'est pas équivalente à une soi-disant désétatisation. Mieux, et spécialement en matière d'hydrocarbures, les États continuent encore de tenir dans la société internationale le rôle cardinal. 63. Dès lors, nous pensons démontrer la force explicative du monisme juridique en droit des hydrocarbures en Afrique, à l'opposé du pluralisme juridique ci-dessus évoqué. Le monisme juridique doit ici être entendu comme le monopole étatique de la production, de l'application et de la qualification du droit. S'agissant de la production des normes juridiques, il s'agit de partir du postulat suivant lequel a été historiquement confié à l'État et à lui seul le soin de délimiter officiellement ce qu'il appelle le droit. Ensuite, comme le précise Boris Barrault,
Il y a également monisme juridique quand l'État reconnaît la juridicité de certaines normes d'origine externe ou lorsqu'il confère à certaines entités non étatiques la compétence d'engendrer des normes juridiques. Toutes ces règles intègrent l'ordre juridique et le monisme juridique ne se trouve aucunement affecté. Sont également considérées comme résultant du monisme juridique les normes produites par les organisations internationales, car étant elles-mêmes des créations interétatiques, elles sont donc des dérivés ou des morceaux de l'ordre juridique étatique duquel elles ne se détachent en rien. 64. En effet, le droit des hydrocarbures peut se décliner autour de l'outil conceptuel qu'est l'ordre juridique. Selon Rémy Lipschaber, la notion d'ordre juridique conjugue tous les éléments de la vie du droit. La création grâce aux institutions chargées de promouvoir des règles du droit, leur application au sujet de droit par des pouvoirs d'exécution institués ou non, l'interprétation et le recyclage par le jeu des tribunaux appelés à trancher les litiges et donc à apaiser les tensions qui s'y manifestent. Il est le cadre où les règles naissent, se révèlent dans leur plénitude, s'adaptent et meurent. Par toutes les composantes qui y entrent, l'ordre est aussi une réalité de nature juridique. Le droit circule au sein d'un ensemble qui se révèle lui-même toujours déjà saisi par le droit. Et il ajoute, l'ordre juridique est une réalité descriptive. Il est un instrument intellectuel élaboré à des fins d'abord descriptives, en ce qu'il permet une approche plus globale du droit que celle qui cherche à appréhender directement la teneur. Il s'agit ainsi de considérer l'ordre juridique comme un effort de modélisation, et non comme une réalité sociale, beaucoup plus complexe. 65. En tant que système ordonné des règles de droit, les concepts d'ordre juridique international et d'ordre juridique national nous semblent opératoires dans notre perspective qui est la théorisation du droit des hydrocarbures. Le droit des hydrocarbures est un système de normes de nature plurielle et d'institutions qui vise à valoriser ces ressources naturelles spécifiques d'une certaine manière, pour l'intérêt de plusieurs parties prenantes, shareholders. Or, nulle autre personne que l'État n'a la possibilité d'édicter ou de valider des règles juridiques ou d'édifier des institutions juridiques, à moins de bénéficier d'une habilitation étatique exprès. Il s'agit donc d'un droit exclusif, seul l'État jouit de pareilles prérogatives. 66. Si on l'admet, nous pouvons alors suivre Étienne Picard lorsqu'il conclut que tant que la souveraineté des États impose son effectivité en fait et en droit, et tant que l'on n'estime pas ou n'admet pas qu'elle puisse être elle-même tributaire d'autres normes pour le motif déterminant qu'il s'agit précisément d'une souveraineté, il n'est pas possible de penser la structure générale du droit, ni d'établir une hiérarchie modulable entre ces règles, sans faire de cette notion de souveraineté le pivot autour duquel S' organise cette dualité fondamentale, celle des ordres juridiques étatiques d'une part et de l'ordre juridique international de l'autre. 67. Ainsi la régulation des activités relatives à l'exploitation des hydrocarbures génère-t-elle plusieurs espaces normatifs et plusieurs systèmes juridiques, notamment le droit international, qui encadre le pouvoir souverain des États en matière énergétique, titre I. 68. Mais la convergence de la totalité du système juridique relatif au droit des hydrocarbures requiert ensuite que soient aménagés, au niveau national également, ceci autour du même concept de la souveraineté des États, des règles qui fassent corps avec le système international, titre 2. Titre 1, le droit international, droit de fixation de la souveraineté énergétique des États. 69. Le droit international est un ordre juridique dynamique, qui s'adapte à la réalité sociale qui fait l'objet d'une régulation. Il repose encore aujourd'hui sur la volonté souveraine des États, en l'occurrence ce qui est classiquement appelé sa souveraineté externe. Or, le premier attribut étatique est sans doute la capacité à restreindre la souveraineté par l'acceptation d'obligations juridiques. Cette acceptation peut se produire à travers de multiples moyens, par lesquels un État assume des obligations juridiques et lui sont reconnus des droits. La conclusion d'un traité, sa réserve, amendement ou modification, la participation dans un processus coutumier, avec sa pratique et sa conviction juridique, mais aussi ses actes unilatéraux, ses silences ou accords, et ses décisions consensuelles au sein des organisations intergouvernementales, sont tous des moyens d'exprimer sa volonté et de l'adapter aux prétentions juridiques des autres sujets de l'ordre juridique international. Traités, coutumes, principes,
décisions des organisations internationales et actes unilatéraux qui, en plus, interagissent entre eux. 70. La mondialisation a élargi le champ régulateur du droit international, et l'activité d'exploitation et de production des hydrocarbures en est un exemple topique. Ce processus, qui a commencé à se manifester entre les deux guerres mondiales, a acquis une nouvelle vigueur après les indépendances des États africains en quête d'une souveraineté politique et économique toujours plus affirmée. 71. Or, le droit international est rarement cité comme source du droit des hydrocarbures par la doctrine. En tant que droit interétatique, il est considéré comme relevant d'un ordre de rapport entre États souverains, ne concernant pas les liens juridiques existants dans le cadre de l'exploitation des hydrocarbures, d'une part, l'exploitation de ces ressources nécessitant une relation minimale avec les entreprises privées étrangères. D'autre part, il ne prend pas en charge des ressources particulières, mais des activités entières telles que le commerce ou l'industrie par exemple, dont les États membres essayent d'assurer l'organisation et le fonctionnement. Dès lors, en l'absence de textes internationaux statuant directement sur l'exploitation des hydrocarbures, à l'exception du droit de l'environnement, la doctrine ne systématise pas les règles particulières qui existent dans le droit international public et concernant ces ressources, de façon directe ou indirecte. 72. Cette omission ou exclusion de principe du droit international public nous semble la source première d'une incompréhension de l'ordre juridique des activités relatives à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures, pour deux raisons. En amont, de nombreux textes internationaux influencent directement les relations bipartites États-entreprises privées étrangères, obligés d'en tenir compte précisément dans la régulation de leurs relations d'affaires. L'ensemble des produits légaux étatiques, constitutions, lois et tous les instruments réglementaires de l'État, en sont alors influencés, ainsi que les contrats liant les États souverains et ces entreprises privées. En aval, de nombreux litiges sont résolus sur la base de ces règles internationales, constitutives soit de référence aux arbitres tenus de solutionner ces derniers, soit par le biais des traités bilatéraux de protection signés entre ces États signataires de conventions et les États d'origine dont sont ressortissantes les entreprises privées étrangères. 73. Dès lors, ne pas tenir compte de ces règles purement internationales est une source d'obstruction non seulement des règles régissant les hydrocarbures, mais aussi de la singularité de ces sources, multiples et variables. 74. Nous avons alors un double objectif ici. Démontrer le monisme étatique en droit international en matière de droit des hydrocarbures, et mettre en évidence le rôle essentiel du droit international public dans le champ bien restreint de l'exploitation des hydrocarbures, malgré l'inexistence d'une organisation internationale spécifique en la matière. Lorsque nous parlons de droit international, nous entendons précisément par là le droit international public, qui est défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations interétatiques. Il se distingue du droit international privé, dont l'objet porte sur les rapports internationaux des personnes privées relevant de plusieurs États. 75. La démarche de démonstration du rôle des États dans la production des normes en droit international public peut s'avérer aisée, car les États en sont naturellement considérés comme les sujets et les acteurs, en tant que détenteurs de la souveraineté. En effet, dans le cadre du droit international westphalien ou vatelin, seuls les États sont sujets originaires de droit international, tandis que les organisations internationales, les individus, les entreprises sont toujours des sujets dérivés. C'est-à-dire qu'ils ne sont sujets qu'en vertu de la volonté des États qui leur confèrent des droits et des obligations, le plus souvent par la voie d'un traité international. Toutefois, la structure de la société internationale a substantiellement évolué à partir des années 1960, au point où la doctrine a pu relever des signes que les États ne sont plus absolument souverains dans leurs décisions, ou sollicitent à tout le moins de tout esprit raisonnable à avoir de la souveraineté une conception bien tempérée. Les facteurs ayant perturbé le droit international classique sont une modification de la structure de la société internationale, avec principalement l'émergence des ONG et le renforcement des organisations internationales, elles-mêmes générées par l'évolution dans le fond du droit international public, précisément dans les domaines économiques,
avec tous les efforts de promotion du nouvel ordre économique international dans le cadre des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies en 1974. Dès lors, comme le dit le professeur Pierre Dargent, en droit international, l'enjeu de la théorie des sources paraît bien être celle de ces sujets. 76. Ainsi la dialectique entre le monisme et le pluralisme juridique trouve-t-elle un terreau d'étude pertinent en droit international. Il s'agit ici d'évaluer le rôle de l'État dans l'encadrement international de la régulation des hydrocarbures qui, suivant notre hypothèse, demeure centrale. 77. L'étude s'articulera alors autour des deux axes de déploiement du droit international. Le champ de la souveraineté positive des États, qui clarifie les droits des États, chapitre 1, et le champ de la souveraineté négative, qui fixe cette fois les devoirs des États, chapitre 2, en matière énergétique. Chapitre 1, le droit international, droit, de la souveraineté positive des États. 78. Les ressources énergétiques ont un statut particulier dans la catégorie des biens. Sur le plan instrumental, elles permettent une allocation collective du bien-être matériel, voire immatériel, en fournissant de l'énergie à un maximum de personnes, mais aussi en constituant un puissant levier de développement pour les États. 79. Dès lors, elles font l'objet de convoitises particulières entre États, lesquels se sont confrontés longtemps dans l'histoire tant lointaine que contemporaine pour leur maîtrise ou conservation. Comment ? En tant que coproducteurs de normes internationales visant à garantir la paix mondiale, les États ont-ils pu produire des normes pertinentes en la matière ? Le droit international public repose essentiellement sur la volonté souveraine des États. Celle-ci s'articule autour des modes de coopération et de solidarité, qui, en matière d'hydrocarbures, devrait générer des normes permettant la coexistence pacifique des États. Partant, l'hypothèse d'un monopole étatique dans la production des normes relatives aux hydrocarbures doit être éprouvée, dans un premier temps, dans le champ des droits octroyés par le droit international aux États. 80. À l'analyse, le droit international a au fil du temps dégagé un ensemble de règles spécifiques à ces ressources, qui portent à la fois sur le contenu du pouvoir matériel dont disposent les États sur celles-ci, section I, et sur le contenu du pouvoir personnel de ces mêmes États, section 2. Section I. Droit de détermination du pouvoir matériel des États. 81. La souveraineté est considérée comme un attribut fondamental de l'État. De plus, de nombreux sacro-saints principes du droit international public commandent un maximum de coopération entre les États dans le cadre de la pacification nécessaire de la scène internationale. Ainsi en est-il du principe de l'égalité souveraine des États, du principe de l'égalité en droit, du principe de non-recours à la force et à la menace de la force, et de celui de la non-ingérence dans les affaires internes. Les règles fondamentales du droit international favorisent ainsi une coopération permanente entre les États, qui devraient coproduire des normes juridiques, et le monisme juridique en être vérifié, notamment sur le volant matériel de leur pouvoir en matière d'hydrocarbures. 82. Le pouvoir matériel peut être défini comme l'ensemble des prérogatives d'ordre physique et palpable, accordées aux États sur les hydrocarbures. Peuvent ainsi être dégagées du droit international deux types de règles, celles relatives à la détermination de la compétence territoriale des États, 1, et celles qui concernent la détermination de la compétence économique des États, 2. 1. Droit de la souveraineté territoriale des États. 83. S'il est vrai que l'État moderne a besoin de frontières linéaires pour exister, le territoire en est l'élément fondateur. Il a besoin de précision spatiale pour circonscrire l'étendue de ses pouvoirs et planifier les infrastructures qui matérialisent son existence. Le territoire fonde la légitimité de l'État. Son marquage étatique est la preuve matérielle de l'effectivité de la domination politique. Or, le territoire, entendu à la fois comme l'expression de l'existence d'un État, comme un concept juridique en droit international et une réalité politique, nécessite une clarté dans la détermination de ses limites. 84. Cette règle fondamentale est encore plus cruciale pour les États africains, et ceci pour 3 raisons. 85. Premièrement,
Dans leur genèse, les États d'Afrique ont d'abord été des territoires définis par les puissances coloniales, et ils ne sont donc pas l'aboutissement de processus internes. En d'autres termes, ils ne finissent pas à la frontière mais y trouvent leur commencement. Deux ordres d'États sont alors à différencier. Les États décolonisés et ceux issus de la partition des États décolonisés tels l'Érythrée et le Sud-Soudan. Leur irruption sur la scène internationale bouleverse la carte à la fois régionale et internationale. Le professeur Marcelo Cotten a pu alors dire qu'il surgit inéluctablement des changements sur le plan des frontières, que ce soit du point de vue de la nature juridique des délimitations existantes, des sujets que les frontières séparent ou bien du tracé même de la délimitation. 86. Deuxièmement, et par voie de conséquence, les premières règles internationales relatives à la détermination des frontières étatiques, notamment maritimes, l'ont été sans la contribution des Africains qui ont obtenu leurs indépendances à partir des années 1960. Très peu d'États, notamment d'Afrique noire, avaient accédé à la souveraineté en 1958, au moment où furent négociées et conclues, en date du 29 avril, les 4 conventions de Genève sur le droit de la mer, et aucun d'entre eux ne prit donc part à leur établissement. 87. Enfin, troisièmement, le double statut des hydrocarbures, notamment du pétrole, en tant que ressource naturelle provenant d'un patrimoine naturel mais aussi en tant que marchandise que l'on vend, échange, importe ou exporte, est un enjeu majeur de puissance étatique et donc source de convoitises diverses et de conflits territoriaux conséquents. Dans le processus à la fois de construction et d'affirmation des États africains, la question énergétique a alors pris une envergure particulière. Toutefois, le droit des frontières internationales ne semble pas encore clairement identifier la place des hydrocarbures dans son contenu, alors même qu'il constitue une véritable caisse de résonance des défis de son temps, d'une part, et que les hydrocarbures sont reconnus comme ayant généré un véritable droit international de l'énergie, d'autre part. Tout au plus a-t-il été reconnu que les ressources en hydrocarbures, notamment le pétrole, ont été sans aucun doute la cause première du mouvement vers l'appropriation d'espaces maritimes jusqu'alors régis par le principe sacro-saint de la liberté de la haute mer, et que de nombreux litiges territoriaux, précisément maritimes en Afrique, sont fondés par ces ressources. 88. Or, la compétence territoriale exclusive est l'occurrence la plus normale que le droit international puisse aménager pour un État. La frontière, entendue comme la limite du territoire d'un État, la ligne déterminant où commencent et finissent les territoires relevant respectivement de deux États voisins, est considérée, en droit international public, comme un facteur de stabilité et de sécurité. Il a été plaidé en outre, devant la Cour internationale de justice, que le territoire est le cadre indispensable à l'exercice de la souveraineté de l'État. Il représente le contexte spatial de l'existence même de l'État, au point où les limites et la délimitation des frontières sont considérés comme des paramètres centraux du droit international public. La Cour internationale de justice, pour déterminer les zones sur lesquelles les États sont habilités à exercer des droits souverains, explique qu'il faut établir la limite ou les limites entre États voisins, c'est-à-dire tracer la ligne exacte ou les lignes exactes de rencontre des espaces où s'exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains des États. 89. Dans cette perspective, les hydrocarbures ont substantiellement structuré le droit de délimitation maritime, qui a fait l'objet de nombreux travaux dont le volume est clairement en lien avec l'obsession des frontières, et dont témoignent les nombreux contentieux internationaux relatifs à cette question. 90. Selon le professeur Daniel Bardonnay, la délimitation consiste à déterminer intellectuellement l'emplacement de la ligne divisoire, et elle correspondrait dès lors à une définition in abstracto de la frontière. Dans ce cadre, le fondement du titre de l'État sur les espaces maritimes a connu une mutation substantielle. Sur la question, en vertu de quels critères la division des espaces de chevauchement doit-elle être effectuée? Le droit international a évolué, passant de la théorie du prolongement naturel de la masse terrestre sous l'eau comme fondement du titre sur le plateau continental, à celle de l'adjacence côtière mesurée par la distance comme fondement du titre. Dans l'affaire Libye C. Malte, 1985, la CIJ déclare que le lien juridique entre la souveraineté territoriale de l'État et ses droits sur certains espaces maritimes adjacents s'établit à travers ses côtes.
La notion d'adjacence en fonction de la distance repose entièrement sur celle du littoral. 91. La conséquence majeure et pratique de cette nouvelle règle est que les droits auxquels un État peut prétendre sur les espaces maritimes dépendent de l'existence des côtes, telles qu'explicitées dans l'affaire Liby-C. Tunisie, où la CIJ rappelle que c'est l'État côtier qui est titulaire de droits exclusifs sur les zones sous-marines. Le lien géographique entre la côte et les zones immergées qui se trouvent devant elle est le fondement du titre juridique de cet État. C'est la côte du territoire de l'État qui est déterminante pour créer le titre sur les étendues sous-marines devant cette côte. 92. Ainsi la notion d'adjacence se définit-elle concrètement dans l'établissement des limites des bases qui servent de point de départ à la largeur de la mer territoriale. 12 000 marins pour la mer territoriale, 24 000 marins pour la zone contiguë, 200 000 marins pour la zone économique exclusive et le plateau continental, 350 000 marins maximum pour certains plateaux continentaux. 93. C'est cette reconfiguration des règles relatives aux frontières, précisément celles relatives à la zone économique exclusive, qui a donné aux hydrocarbures une place prépondérante, mais curieusement ignorée par la doctrine. L'étude ambitionne de mettre en évidence le rôle de l'État dans la construction du droit des hydrocarbures. Il s'agira alors ici de constater que sous l'impulsion exclusive des États, les hydrocarbures ont largement influencé le régime juridique des ZEE à deux niveaux. Dans la détermination du champ de la zone économique exclusive, quoique de façon implicite, A, et de façon explicite, ensuite, en ce qui concerne le champ de la solidarité territoriale des États, B. A. L'inclusion implicite des hydrocarbures dans le champ de la zone économique exclusive. 94. La zone économique exclusive, ZEE, est une partie de la mer sise au-delà de la mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et pouvant s'étendre jusqu'à 200 000 marins, décomptés à partir des lignes de base de la mer territoriale. Elle est régie actuellement par les dispositions des articles 55 à 76 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, partie 5. Toutefois, seule est régulièrement mise en évidence l'origine géographique du concept de ZEE, à savoir l'Afrique. 95. Ainsi a-t-il pu être dit que le concept de zone économique exclusive est d'origine africaine. Il a été évoqué pour la première fois par le délégué du Kenya à la conférence du Comité juridique consultatif afro-asiatique tenue à Colombo le 22 janvier 1971. Le concept a été précisé par la même délégation à la conférence du même comité tenue à Lagos en janvier 1972. Laconique, le professeur Kenedek nous dit que la promotion de l'idée de la zone économique dans l'ordre international apparaît comme étant essentiellement l'œuvre des États africains. 96. Or, l'influence des hydrocarbures sur le contenu final du régime de cette ZEE est aussi patente que son origine géographique. Il convient de distinguer les séquences relatives à la construction du concept sous deux aspects, le régime primaire de la ZEE, 1, et le régime consolidé de la ZEE, 2. 1. Le régime primaire de la ZEE, l'introduction opportuniste des hydrocarbures par le concept de ressources naturelles. 97. Le régime primaire de la ZEE peut être défini comme celui qui a constitué, au fil du temps, l'ossature principale en termes de règles ayant simplement été aménagée par la suite. La construction du concept de zone économique exclusive débuta à Yaoundé, Cameroun, où se tint du 20 au 30 juin 1972 un séminaire régional des États africains sur le droit de la mer et auquel prirent part le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Sénégal, le Togo et le Zaïre. Les conclusions adoptées à l'unanimité mentionnèrent que la largeur de la mer territoriale ne devait pas dépasser 12 000 nautiques, i.a. 2, mais laissèrent apparaître des réserves exprimées par quelques États sur ce point. La disposition fondamentale approuvée à Yaoundé fut cependant celle relative à l'établissement d'une nouvelle zone maritime de juridiction en faveur des États d'Afrique. Les États africains ont également le droit d'établir au-delà de la mer territoriale une zone économique sur laquelle ils auront une juridiction exclusive aux fins d'une réglementation de contrôle et de l'exploitation nationale des ressources au service des intérêts primordiaux de leur peuple et de leurs économies respectives,
ainsi qu'U', aux fins de prévention de la pollution et de la lutte contre celle-ci. IA 3. 98. Si les États réunis à Yaoundé ne fixèrent aucune limite précise à cette zone économique sur laquelle l'État côtier jouirait des droits souverains finalisés, une autre disposition du texte adopté énonça qu'elle comprenait le plateau continental et ses ressources économiques tant vivantes que non biologiques, telles que le pétrole, le gaz naturel et autres ressources minérales. 3. 1. 99. Il est à remarquer alors que les hydrocarbures sont explicitement mentionnés comme « ressources » devant faire l'objet d'exploitation par les États côtiers, mais seulement sur le plateau continental. Ce fut clairement là le premier signe de la prise en compte des enjeux liés aux hydrocarbures, eux qui n'étaient pas initialement visés par ce séminaire. Le plateau continental, dans sa version de l'époque, ne constituait que le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situé en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou au-delà de cette limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploitation des ressources naturelles des dites régions. Il ne s'agissait en quelque sorte que du prolongement du continent sous la mer, s'entendant à des profondeurs généralement inférieures à 200 mètres. 100. En effet, avant la tenue des nombreux séminaires et conférences internationales relatives à la délimitation des frontières maritimes dès les années 1970, le droit international reconnaissait déjà une compétence maritime minimale aux États côtiers. C'est sur cette base qu'à leurs indépendances, certains pays africains ont étendu leurs différents espaces de compétences à diverses distances du territoire terrestre, à partir notamment de leurs législations internes. 101. Malgré cela, l'exploitation industrielle et commerciale du milieu marin était insuffisante, voire absente, entre les années 1950 et les années 1970, en raison de facteurs technologiques et financiers inexistants. L'exploitation maritime existait, quoique de façon rudimentaire initialement, pour ensuite prendre un envol important mais grâce à des compagnies étrangères qui ont fait courir le risque de la surexploitation. En 1971, la FAO organisa une conférence régionale sur les pêcheries africaines, où elle insista sur l'importance de cette économie pour ces derniers, d'une part, et pointa du doigt les dangers liés aux activités halieutiques des étrangers, d'autre part. Par voie de conséquence, un panel d'experts de l'Organisation de l'Unité africaine suggéra fortement aux pays africains de prendre des mesures pour la promotion des '. Une pêcherie locale importante, en des termes clairs. Having considered all the available scientific information and also considered the role that fisheries development can play in the economic development of African states, the panel suggests that fishing in the area of the sea up to the 600-meter isobas should be reserved exclusively for the coastal state. Where the eventually agreed limit of the territorial waters is not enough to encompass this zone, the waters between the edge of the territorial sea and the 600-meter isobas should be declared en exclusive fishing zone. 102. Dès lors, la préoccupation des pays africains au moment de la tenue du séminaire de Yaoundé était bien la valorisation des ressources halieutiques, poissons, en particulier, et non des ressources naturelles en général. Par opportunisme et prescience, les ressources des hydrocarbures ont été intégrées dans le champ du centre d'intérêt des pays africains et dès le départ, dans une volonté de capitalisation de toute ressource économique ultime pouvant se situer dans la mer territoriale. Les États prennent alors ici en compte les hydrocarbures de façon implicite, à travers le concept de ressources naturelles, et la norme produite par eux sur les ZEE englobe de facto les hydrocarbures. Ce mode de production des normes, où le texte est coupé de son monde circonstanciel pour lui donner un destin imprévu, est bien connu en droit international. 103. Cette extension matérielle du champ d'application motivant l'élaboration de la ZEE par les États en raison des hydrocarbures, et ceci, dès le début de sa conception, se consolida ensuite au fil du temps, notamment concernant les pouvoirs mêmes des États. 2. Le régime secondaire de la ZEE, l'extension opportuniste de la force normative des hydrocarbures à toutes les ressources naturelles quant au pouvoir des États. 104. Quels sont les pouvoirs des États dans les ZEE, aussitôt celles-ci délimitées? Les États ont répondu à cette question, dans la continuité de la construction du régime juridique des ZEE,
avec une nouvelle fois encore, une place de choix accordée aux hydrocarbures. 105. Les déclarations adoptées ultérieurement par le Conseil des ministres à sa 21e session ordinaire, dans le cadre des réunions de loi consacrées aux questions du droit de la mer, qui s'est tenue à Addis-Abeba du 17 au 24 mai 1973, complétèrent et affinèrent les prises de position communes exprimées à Yaoundé. Certes, aucun accord ne put se réaliser sur la largeur de la mer territoriale, mais les États africains s'entendirent pour porter la largeur de la zone économique exclusive à 200 milles. Les États africains reconnaissent le droit de tous les États riverains d'établir au-delà de leur mer territoriale une zone économique exclusive qui ne s'étendra pas au-delà de 200 milles marins, mesurée à partir des lignes de base servant à délimiter leur mer territoriale. 106. Les droits souverains des États côtiers et leurs limites étaient ainsi énoncés. Dans cette zone, les États riverains exerceront une souveraineté permanente sur toutes les ressources biologiques et minérales et ils géreront la zone sans porter indûment atteinte aux autres utilisations légitimes de la mer, à savoir la liberté de navigation et de survol et la pose de câbles et de pipelines. L'on peut alors observer une consolidation de la place des hydrocarbures dans la conception de la ZEE, par l'adjonction du qualificatif minéral au concept de ressources. La répétition de l'énoncé de base, même sans l'énumération des ressources visées comme à Yaoundé, pétrole, gaz, participe d'une banalisation mais surtout d'une consolidation de la règle, voire d'une augmentation de sa force normative. 107. Il faut alors noter une extension des prérogatives des États riverains par rapport au texte de Yaoundé. La déclaration d'Addis-Abeba fit référence à une souveraineté aux fins de l'exploitation des ressources biologiques et minérales dans la zone économique de 200 milles marins, alors qu'antérieurement, seules les ressources minérales du plateau continental étaient soumises à la souveraineté de l'État côtier. Le maintien du pouvoir exclusif initial des États côtiers du plateau continental à une zone plus large, la zone économique exclusive, et finalement l'extension de ce pouvoir souverain à une autre catégorie de ressources, les ressources biologiques, sont clairement le résultat d'une densification normative plus importante de cette règle. Par le jeu non seulement de l'augmentation des flux normatifs sur le plan quantitatif, multiplication des textes internationaux, mais aussi de la circulation de l'énergie normative d'une ressource, les hydrocarbures, sur les autres ressources naturelles, dont les ressources halieutiques, les pouvoirs des États côtiers s'en trouvent accrus. Alors que le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles concerne principalement les hydrocarbures, cet attribut est étendu aux ressources biologiques, dans un processus d'épaississement normatif, les États ayant dans un premier temps intégré les hydrocarbures dans le champ de la ZEE, avant de s'attribuer des pouvoirs qui originellement sont rattachés à l'exploitation des hydrocarbures. 108. L'on observe donc une production progressive et continue de la part des États de normes entourant les hydrocarbures, mais de façon processuelle et tactique. Cette dialectique inclusion-exclusion et imitation-singularisation entre les deux types de ressources, biologiques et minérales, va perdurer tout au long de la construction de ce régime, notamment dans le pendant immédiat de la ZEE, le droit de solidarité interétatique africain. B. L'exclusion explicite des hydrocarbures dans le champ du droit de solidarité interétatique. 109. Le rôle des États dans le contenu du champ de la ZEE, puis dans la précision des pouvoirs des États concernés par cette institution, a largement été perceptible et déterminé autour des enjeux de maîtrise des hydrocarbures. Toutefois, l'avantage historique et hasardeux de ces États à pouvoir bénéficier d'une façade côtière devait être contrebalancé par l'aménagement d'un minimum de coopération avec les États géographiquement défavorisés, et devant néanmoins avoir un débouché sur la côte. C'est l'ensemble des droits tournant autour des relations à entretenir avec les États de l'Hinterland, qui est appelé droit de la solidarité interétatique. 110. Le processus de construction du régime de la ZEE devait ainsi s'étendre à la clarification des rapports juridiques à entretenir entre les deux types d'États. Le monisme étatique a alors habillé les mêmes caractéristiques que celui observé jusque-là. Exclusivité de l'action des États et prise en compte des hydrocarbures dans la définition de ce droit de la solidarité interétatique. 111.
La construction du régime de la ZEE entre États africains voisins a aussi été progressive. Au rythme des réunions et conférences interétatiques et intra-africaines, puis des conférences internationales à vocation normative intégrant peu ou prou les orientations de ces cercles régionaux, la ZEE a consolidé l'essentiel de ses règles. Celles relatives à ce qui a été appelé le droit de solidarité interétatique dès l'origine, à Yaoundé, illustrent une fois de plus la place singulière des hydrocarbures dans la construction du droit. Cela se manifeste tant dans la phase de conception intellectuelle du régime, 1, que dans celle de sa consolidation normative, 2. 1. L'exclusion dans le processus de conception intellectuelle de la ZEE. 112. Dans le cadre de la construction du régime de la ZEE, les États africains ne se préoccupèrent pas seulement d'étendre les prérogatives des États côtiers sur des espaces maritimes élargis, mais ils prirent également en considération les intérêts des autres États du continent africain ne disposant pas ou presque pas d'une façade maritime. 113. C'est ainsi que depuis les travaux de Yaoundé, il a été prévu la possibilité d'exploiter les ressources biologiques dans la zone économique, celle-ci devant être ouverte à tous les États africains, qu'ils soient sans littoral ou presque, étant entendu que les entreprises de ces États souhaitant exploiter ces ressources seront effectivement contrôlées par des capitaux et du personnel africain. Les droits des États sans littoral devront, pour être effectifs, être complétés par le droit de transit. Ces droits devront être énoncés dans des accords, soit multilatéraux, soit régionaux, soit bilatéraux. 114. À partir des travaux initiés au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine, la doctrine a pu identifier un retrait quant aux droits attribués dans cette zone économique exclusive aux États sans littoral ou aux pays défavorisés. Bien que le groupe d'experts de loi qui prépara le projet de déclaration ait été composé de 4 ressortissants d'États sans littoral sur 5 membres, la Haute-Volta et le Rwanda y figuraient par exemple, les États côtiers d'Afrique ont manifestement voulu réduire la portée des dispositions de Yaoundé relatives à la solidarité africaine dans l'exploitation des zones économiques exclusives. Elles stipulaient alors que les pays africains, soucieux de permettre à tous les peuples de la région de tirer parti des ressources qu'elles renferment, reconnaissent que les pays sans littoral et les autres pays défavorisés ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques voisines sur un pied d'égalité avec les ressortissants des États riverains, sur la base de la solidarité africaine et en vertu des accords bilatéraux ou régionaux qui pourront être élaborés. 115. La contractualisation nécessaire des modes d'exploitation des ressources rendait ipso facto conditionnelle la jouissance de ces ressources. 116. Mais ce qui n'a pas fait l'objet d'une analyse particulière fut l'exclusion dès l'origine des hydrocarbures de tout mode de coopération dans le cadre de cette ZEE. Alors qu'intégrés AB initiaux dans le champ de la ZEE, depuis les travaux de Yaoundé, et tels que confirmés dans les travaux des experts de loi, les hydrocarbures ne figurent pas dans le champ de l'exercice éventuel de la solidarité des pays africains, fût-ce par le moyen d'accords régionaux. Le 5 août 1974, à la deuxième session de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer Caracas, des États africains tels la Zambie, le Botswana, la Haute-Volta, le Lesotho, le Mali, l'Ouganda, le Swaziland ont formellement souhaité, par exemple, des arrangements équitables pour l'exploitation des ressources non biologiques, ce à quoi se sont radicalement opposés des États tels le Ghana, le Nigeria et le Kenya. 117. La souveraineté exclusive sur ces ressources est par voie de conséquence réaffirmée avec une intensité supérieure à celle qui peut entourer la gestion et l'exploitation des ressources biologiques. Il y a une graduation supérieure de l'intérêt accordé aux hydrocarbures, qui structure par conséquent le champ de solidarité interafricain à minima. Ce double impact des hydrocarbures, sur la nature des ressources couvertes par la ZEE mais aussi des droits accordés tant aux États côtiers qu'aux États riverains, va demeurer permanent tout au long de la construction du régime de la zone économique exclusive. 2. L'exclusion dans le processus de consolidation formelle. 118. Résultat d'un compromis laborieux entre les pays industrialisés et ceux dits du tiers-monde, d'une part, et entre les aspirations des États sans littoral et géographiquement désavantagés et les États côtiers, d'autre part,
La Convention de Montego Bay, ou Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), a fortement été influencée par les débats concernant la prise en compte ou non des hydrocarbures dans le champ du droit de solidarité entre les États côtiers et les autres. Une double conséquence concrète aux options affirmées pendant la phase de construction du régime de la ZEE est alors perceptible. La confirmation indirecte de l'exclusion des hydrocarbures du droit de solidarité des États africains, et une augmentation de la pression des États côtiers en matière de responsabilité en termes de préservation de l'environnement. 119. L'article 56 de la CNUDM accorde des droits souverains aux États côtiers, aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Il a donc été estimé que les pouvoirs souverains reconnus à l'État côtier sont à finalité économique et doivent être considérés comme exclusifs. Cette règle est réitérée précisément à l'article 60, qui ajoute que l'État côtier dispose du droit exclusif de procéder à la construction, l'exploitation et l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages par 1. sur lesquels il exerce sa juridiction exclusive, par 2. 120. Toutefois, deux règles permettent de singulariser la place des hydrocarbures dans le régime ainsi aménagé de la ZEE. En premier, l'article 63 incite les États à coopérer directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, pour la conservation et le développement des stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives des États côtiers. Indépendamment des modes pratiques de mise en œuvre, voire de succès de cette éventualité, les ressources halieutiques, à la différence des hydrocarbures, peuvent faire l'objet d'une gestion concertée entre États. 121. D'autre part, l'exclusivité ainsi consacrée dans la jouissance des hydrocarbures ne s'est pas faite de façon inconditionnelle et neutre. Bien que cette convention ne soit pas un traité environnemental, le cadre juridique ainsi créé donne grand relief à la protection de l'environnement marin en tant que critère de balancement des prérogatives des États dans l'exercice de leurs droits et de leurs activités, tels que prévus par la Convention même. Autrement dit, le régime de la ZEE intégré dans cette Convention, dont la protection de l'environnement a représenté un intérêt majeur, a légitimement été structuré sans le droit de solidarité des États pour ce qui est des hydrocarbures. Cette exclusivité a été contrebalancée par l'imputation d'une responsabilité environnementale particulière aux États côtiers. Le régime des installations pétrolières et gazières est alors ainsi aménagé. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États. Il s'agit en somme d'une ligne directrice, d'un principe environnemental n'ayant pas de force contraignante directe. Mais la CNUDM impute aux États côtiers une responsabilité personnelle dans la mise en œuvre de ces principes, notamment par la voie législative, et en conformité avec les normes internationales applicables. 122. Ainsi, l'enveloppe formelle de consignation du régime de la ZEE a contribué à transformer substantiellement son contenu, car en se densifiant formellement, le droit se densifie substantiellement, la forme influence le fond. La densification formelle du régime de la ZEE a consolidé l'exclusivité de l'exploitation des hydrocarbures aux États côtiers, tout en leur imputant une responsabilité particulière dans la protection du milieu marin. 123. Ainsi les États africains ont-ils largement contribué à construire un régime de la ZEE prenant en compte leurs intérêts énergétiques, refoulant des modes de partage de ces ressources qui porteraient atteinte à leur souveraineté exclusive sur les hydrocarbures, ce qui a été confirmé plus tard par la CNUDM de 1982.
Leur place centrale en tant que producteurs de normes visant à encadrer les hydrocarbures en est ainsi établie. 124. Si les hydrocarbures ont largement influencé la construction du droit de délimitation maritime des frontières tel que conçu par les États, ils ont également eu une influence remarquable sur les règles de définition du pouvoir économique des États. Le droit de la souveraineté économique des États. 125. Le droit international, dans le cadre de son renouvellement, a pris en charge certaines questions économiques centrales concourant à la définition d'un nouvel ordre économique mondial. L'un des principes majeurs de cette restructuration en profondeur du droit international public est le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Tel que l'explique la professeure Emmanuelle Tourme-Joannet, à travers lui, on visait également à élaborer un régime économique autonome pour les pays dits à l'époque sous-développés, en instaurant un traitement différentiel ou à double standard permettant de tenir compte de façon équitable de la situation extrêmement défavorisée des pays pauvres, tous les pays anciennement colonisés. 126. Dès lors, notre hypothèse sur le rôle central des États dans la construction des normes juridiques relatives à l'exploitation des hydrocarbures prend un relief particulier en matière économique. Il s'agit pour les États non plus de contribuer à la construction de règles les concernant entre eux, mais de tenir compte d'un autre type d'acteurs majeurs en matière économique, les entreprises privées étrangères ou entreprises transnationales, ETN. La conception et la mise en œuvre de normes juridiques impliquant ces deux acteurs différents sont en outre susceptibles de mettre en scelle un troisième acteur, les juges, ce qui contribue à envisager une autonomie relative des États dans le façonnage du droit international des hydrocarbures en matière économique. Cette tension entre les différents intérêts des parties et du rôle potentiel des juges dans la construction du droit des hydrocarbures en matière économique devrait donner un profil différent au monisme étatique en matière économique. 127. L'on analysera le résultat de cette tension permanente dès l'émergence normative du principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles dans un premier temps, puis nous étudierons les schémas de sa consécration progressive dans le droit international, en appréciant à chaque fois le sort du monisme étatique jusque-là vérifié dans la construction du droit des hydrocarbures, à l'émergence normative du principe de souveraineté des États sur les ressources naturelles. 128. Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles est né d'une double dynamique. Tout d'abord, par les nationalisations de l'industrie pétrolière mexicaine, dont le principe a été validé par tous les acteurs, et ensuite par les oppositions d'arguments juridiques qui lui ont succédé, débouchant sur la construction d'un véritable paradigme de protection des investisseurs privés étrangers, 1. La naissance du principe autour de l'affaire du pétrole mexicain. 129. Le 18 mars 1938, le président mexicain Lázaro Cárdenas, promulguant un décret portant expropriation avec indemnité des biens des compagnies pétrolières, essentiellement américaines et britanniques, du Mexique, et donc restitution à la nation mexicaine de ses richesses, fit naître le premier différend sérieux et spécifique au problème de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Opposant un régime du tiers-monde et les plus grandes compagnies énergétiques occidentales de l'époque, elles-mêmes politiquement soutenues par leur pays d'origine, cette affaire dite du pétrole mexicain cristallisa l'ensemble des positions juridiques elles-mêmes assises sur des confrontations idéologiques qui ne quittèrent plus la scène internationale pendant des décennies, concernant l'étendue et les mécanismes de protection des investisseurs privés étrangers. Les opérations juridiques de nationalisation, entraînèrent des développements de doctrines juridiques opposées, mais fondatrices d'un ordre juridique international relatif aux hydrocarbures, la nationalisation de l'industrie pétrolière mexicaine comme source originelle du principe. 130. La loi querellée avait pour fondement juridique l'article 27 de la Constitution de 1917. Il posait le principe que la propriété des terres et eaux comprises à l'intérieur des frontières du territoire national appartient originellement à la nation, laquelle a eu et a le droit de la transmettre à des particuliers, constituant par là la propriété privée. La reconnaissance de la propriété privée ainsi affirmée est ensuite confirmée par l'alinéa suivant,
selon lequel la propriété privée ne pourra pas être expropriée sauf pour des raisons d'utilité publique et moyennant le paiement d'une indemnité. 131. Toutefois, des limitations importantes sont prévues à l'alinéa 3 du même article. La nation aura à tout moment le droit d'imposer à la propriété privée les limitations que l'intérêt public peut exiger, aussi bien que le droit de réglementer l'utilisation des ressources naturelles qui sont susceptibles d'appropriation, afin de les conserver et d'assurer une distribution plus équitable de la richesse publique. À cette fin, les mesures nécessaires seront prises pour diviser les grandes propriétés foncières. Et la Constitution ajoute alors : à la nation appartient la propriété directe de tous les minéraux. 132. Dans le cadre de l'application de ces dispositions constitutionnelles, une première législation relative à l'exploitation pétrolière et une seconde portant sur la propriété agricole, visant à redistribuer les terres aux paysans pauvres, avaient été édictées par le gouvernement mexicain. Si la réforme agraire fut mise en œuvre rapidement, tel ne fut pas le cas de la réforme pétrolière, qui connut une franche opposition de la part des compagnies pétrolières. L'on note ainsi, dès le départ, la singularité du secteur pétrolier dans le régime des investissements étrangers, qui concentre l'ensemble des intérêts économiques, stratégiques et politiques qu'un État peut considérer comme vitaux pour lui. L'objectif clairement affirmé par le gouvernement mexicain était la reconnaissance et l'exercice du domaine éminent du Mexique sur son pétrole. Il accordait, en contrepartie de cette souveraineté reconnue, des concessions de 50 ans aux compagnies ayant accompli des actes concrets d'exploitation, mais celles qui n'avaient jamais mis en valeur et qui avaient donc joui d'acquisitions considérées comme spéculatives se voyaient expropriées. Dans ces deux cas, les gouvernements britanniques et américains, dont les ressortissants étaient les principales cibles de ces mesures, les défendirent au nom du principe de la protection diplomatique. Cependant, ils admirent aussi bien la nécessité d'une rétribution des terres que la légitimité d'une nationalisation des ressources pétrolières, mais contestèrent juste le mode opératoire du gouvernement. 133. Toute la bataille se focalisait ainsi autour des principes du respect absolu des droits acquis et de la pleine propriété des citoyens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.